la suite du Mali, du Tchad, de la Guinée, du Burkina Faso, le Niger est le quatrième pays du Sahel en proie à une prise de pouvoir par l'armée. Des forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont proclamé le 26 juillet 2023 à la télévision nationale la destitution du président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021. Une situation qui nous interpelle sur l'historique des crises sociopolitiques en Afrique. Avant toute chose, il est important de préciser que l'Afrique est secouée par une succession de crises depuis son indépendance. Coup d'État, guerre civile, crise post-électorale, terrorisme, ces crises touchent la plupart des pays du continent. En définition, une crise sociopolitique est une situation de conflit qui oppose les acteurs de la vie politique et sociale d'un pays. Depuis les indépendances africaines des années 1960, l'Afrique est victime de plusieurs conflits qui minent ses États. Parlons des causes et des crises sociopolitiques en Afrique. Sur le plan historique, on peut citer la complicité de la puissance colonisatrice avec certains peuples, exemple, les Belges et les Tutsis au détriment des Hutus au Rwanda, le tracé injuste des frontières coloniales. Sur le plan politique, le soutien de l'ancienne puissance colonisatrice au pouvoir en place, la dictature, le refus de l'alternance au pouvoir, la fraude électorale, la modification des constitutions pour s'éterniser au pouvoir. À l'exemple, le Burkina Faso, le Zimbabwe, la Gambie, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Les causes économiques, quant à elles, sont la mauvaise gouvernance économique, le détournement des fonds publics, la pauvreté, le chômage, les disparités régionales. Et enfin, sur le plan social et religieux, on peut citer l'oisiveté de la jeunesse, les rivalités ethniques et religieuses, le problème identitaire, l'intégration des étrangers. Pour ce qui est des conséquences, d'abord sur le plan politique, l'une des conséquences de ces conflits est l'instabilité récurrente observée dans certains pays africains. Elle se manifeste par l'effondrement de l'État et des institutions politiques, matérialisées par l'apparition de frontières à l'intérieur desquelles se trouvent des zones autonomes dirigées par des chefs de guerre, à l'exemple du Libéria, Côte d'Ivoire et Somalie. L'éruption des militaires dans le jeu politique mettant fin à un processus de démocratisation engagé. L'insécurité galopante à l'échelle sous-régionale à cause de la proximité d'une zone conflictuelle, région des Grands Lacs, Afrique de l'Ouest. L'insécurité se généralise donc. Exemple, en 15 ans de guerre civile entre 1971 et 1986, l'Ouganda a connu 8 règnes de chefs d'État. Sur le plan économique cette fois, le retard de l'Afrique vis-à-vis des autres continents, le coût élevé des achats d'armes et d'entretien militaire fragilise l'économie. La ruine et la récession des économies africaines avec la destruction des infrastructures, ponts, chaussées, industries, écoles, universités, voies ferrées et l'endettement des pays africains. Sur le plan social, pour terminer, les pertes humaines importantes, le nombre impressionnant des déplacés de guerre, les réfugiés politiques et les enfants soldats. Au regard de ce qui précède, nous tenterons de nous interroger dans cette émission pour comprendre. La démocratie est-elle réellement en crise en Afrique? La politique africaine est-elle à la croisée des chemins? Et enfin, la France-Afrique vit-elle ces derniers jours au Sahel? Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État, ça suffit comme ça. Nous avons le privilège de recevoir ce soir pour vous permettre de tout comprendre et de bien comprendre la situation sociopolitique de l'Afrique actuelle. Un journaliste d'investigation réputé dans ses recherches sur la situation, sur les situations de crise, qu'elles soient d'ordre sociologique ou politique en Afrique, installé en Australie. Il est d'origine congolaise et il nous permettra, dans le cadre de cette émission, de tout comprendre et vous faire comprendre. Vous l'aurez certainement deviné, nous recevons ce soir Eric Mbemba du Grand Journal. Bonsoir et bienvenue, Eric. Bonsoir, Pablo. Merci de m'avoir au studio ce soir. Quel est le sentiment du journaliste d'origine africaine que tu es déjà au regard de la situation sociopolitique de l'Afrique? Pour moi, la recrudescence des coups d'État, par exemple en Afrique, l'insécurité généralisée, les tâtonnements, pour moi, ce n'est pas une surprise. Hein. C'est des situations auxquelles on s'attend, des situations qui peuvent rebondir à tout moment, même si pendant une certaine période ou une autre, on a l'impression qu'on maîtrise la situation, il y a la calmie, etc. Mais puisque tout cela procède du fait que les élites
africaines sont incapables de mettre en place un système basé sur la bonne gouvernance. L'Afrique a des ressources. La population de l'Afrique aujourd'hui, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est l'équivalent de la population de la Chine ou de l'Inde. C'est l'équivalent de la population des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie mise ensemble. Mais vous savez, le premier capital d'un pays ou d'un continent, c'est d'abord sa population. Et la population de l'Afrique est jeune. L'Afrique est dotée de ressources naturelles, de minéraux stratégiques, des forêts, des eaux, mais ce qui manque, c'est l'intelligence, c'est la capacité des élites au pouvoir de mettre en place un système de bonne gouvernance. On parle de la démocratie, mais moi, je considère que le fait même qu'on débat pour la démocratie est déjà un problème parce que en sociologie politique, on dit qu'une société qui se développe a tendance à se démocratiser. Le fait que les Africains pensent qu'en se démocratisant, on va se développer, c'est déjà aussi un problème. Voilà, alors, Eric, on aura certainement l'occasion de décrypter pour mieux comprendre ce contexte démocratique africain. Mais je t'ai présenté précédemment comme journaliste d'investigation, tout simplement. Est-ce que tu trouverais d'autres éléments supplémentaires, peut-être pour davantage permettre à nos internautes et nos téléspectateurs de se faire une idée un peu plus profonde et plus poussée du personnage ou alors de la personnalité que tu incarnes? Je la connais certainement, mais pas toujours tout le monde, Eric. Oui, bon, mais c'est bien dit, Pablo. Je suis Eric Mwamba, je suis d'origine de la République démocratique du Congo. Je suis à la base journaliste avec une inclinaison vers le journalisme d'investigation. Je suis membre du réseau mondial du journalisme d'investigation qui est basé à Washington. D'ici, et à ce titre, j'étais le président du Forum africain des journalistes africains d'investigation basé en Afrique du Sud. J'ai une formation pluridisciplinaire, art et communication, criminologie, relations internationales et développement communautaire. Voilà, merci. Alors, je pense que le décor est planté. On peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, Eric, quels sont les éléments qui te servent pour comprendre ou alors pour tenter de comprendre? Est-ce que vous tentez, est-ce que tu tentes aujourd'hui, et si oui, avec quels éléments factuels de comprendre la situation actuelle avant qu'on y rentre dans des spécificités? Bon, quand on regarde la plupart des pétistes aujourd'hui, c'est des jeunes. Ils sont très jeunes, c'est-à-dire ils les représentent une jeunesse. La population africaine est en majorité jeune. Donc les pétistes aujourd'hui représentent une jeunesse qui sombre dans le désespoir, c'est-à-dire une jeunesse qui n'a pas accès à l'éducation de qualité, qui n'a pas d'éducation à aucun de santé, qui ne peut pas se mouvoir parce qu'il n'y a pas de voie de communication. C'est vrai qu'il y a une certaine partie de l'Afrique qui est interconnectée, mais la majorité dans la majorité des cas, même quand on parle du drame de l'immigration de l'Afrique vers l'Occident, mais un Africain qui entreprend, par exemple, de voyager sur son continent se livre à un exercice périlleux, c'est-à-dire les élites africaines n'ont pas mis en place des mécanismes de bonne gouvernance et une gestion participative, une économie inclusive qui permet à la jeunesse de se retrouver. Et la recrudescence de coups d'État, à mon sens, n'est pas une surprise. C'est quelque chose qui pouvait arriver à un moment ou à un autre. Voilà, alors parlons donc de cette jeunesse qui ose, si on peut le dire ainsi, à travers notamment cette jeunesse militaire africaine qui ose à travers notamment ces coups d'État. Et on se rend compte, bien évidemment, pour enchérir ce que tu disais, Eric, que cette jeunesse est massivement soutenue aussi par une autre jeunesse civile
cette fois qui semble trouver en ces putschistes l'espoir tant recherché dans la démocratie qui n'est toujours pas trouvé. On a vu Assimi Goïta au Mali, Mamadi Doumbia en Guinée, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, le fils Déby au Tchad, et on est tenté de se dire au regard de l'observation extérieure de ces différents coups d'État qu'il y en a qui sont salvateurs et d'autres pas. On a vu, par exemple, la France qui a à peine voilé, adoubé le fils Déby, alors que beaucoup d'observateurs qualifie sa prise de pouvoir comme étant un putsch, même si les informations rendues publiques font état de ce que le maréchal Idriss Déby serait tombé au champ de tir, mais des voix parfois un peu plus averties estiment qu'il s'agit là d'un autre putsch, mais on a vu la présence du président français lors de son investiture, ce même président français qui semble plutôt être quasiment opposé à ceux du Mali, du Burkina et de la Guinée et tout récemment du Niger. Est-ce que vous comprenez la position de la France déjà favorable pour certains et non pour d'autres? Oui, mais dans la majorité des cas, la France est en déphasage, c'est-à-dire que la politique étrangère de la France en Afrique est en déphasage avec la population. Et une population qui est, j'insiste là-dessus, qui est jeune, qui ne se reconnaît pas, qui n'est pas nostalgique de la colonisation, parce qu'elle n'a pas connu la colonisation. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut parler d'instrumentalisation, mais c'est peut-être une quantité négligeable. Dans le cas du Tchad, peut-être, mais dans la majorité des cas, les jeunes putschistes au pouvoir aujourd'hui représentent la majorité de la jeunesse, puisque la situation du militaire n'est pas aussi réalisante que celle de l'enseignant ou du médecin. C'est-à-dire, tout le monde est logé à la même enseigne. Vous avez un continent riche, mais une population qui vit dans un état de paupérisation très avancé. Donc, c'est ce qui justifie le coup d'État. Mais de toutes les façons, je pense, à mon humble avis, que on est dans une situation biaisée, c'est-à-dire on parle plus en Afrique de la démocratie, c'est-à-dire que les pays où sortent les populations se battent plus pour la démocratie. Donc c'est une idéologie aussi imposée par l'Occident, puisque la plupart des pays occidentaux, l'Europe ou même l'Amérique du Nord, se sont d'abord développés avant de commencer le processus démocratique. Les infrastructures que nous voyons dans la plupart des pays occidentaux, les chemins de fer, des milliers de kilomètres de routes, ces infrastructures, pour la plupart des cas, sont ont été construites à l'époque de la monarchie. À l'époque, il y avait plus de monarchies. Dans la plupart des pays européens, occidentaux, et encore d'ailleurs dans certains pays comme la Belgique, en Angleterre, encore ce système monarchique qui ne dit pas son nom et qui leur a permis de mettre en place des infrastructures, de mettre en place une économie basée sur les petites et moyennes entreprises, de créer une classe moyenne avec le pouvoir d'achat et de mettre en place des infrastructures à caractère sanitaire, le système éducatif, etc., avant de passer à la démocratie, puisque une société qui se développe a tendance à se démocratiser. Si vous comparez avec la situation qui prévaut dans les pays asiatiques, qui se développent aujourd'hui, c'est puisqu'ils n'ont pas basé leur système politique sur le modèle de la démocratie occidentale. Je pense que l'Afrique a un sérieux problème d'identité. Voilà. Alors Eric, quand même, on sait que la zone sahélienne de l'Afrique a jadis été réputée quand même dans ces événements de coups d'État, si on s'en tient à
à la configuration géographique des pays autrefois Afrique, autrefois colonie de la France. On sait que le Sahel, notamment les pays qui sont cités aujourd'hui, ne sont pas à leur coup d'essai en termes de coup d'État, que ce soit pour le Mali, le Burkina Faso ou alors la Guinée. Alors, pour vous, aujourd'hui, en tant que journaliste d'investigation, est-ce que vous trouvez un point commun à ces différents États, à ces différents putschistes? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un dénominateur commun entre ces putschistes? Déjà, vous avez évoqué leur jeunesse relative, ils sont pour la plupart âgés de moins de 40 ans, à l'exception du tout récent général nigérien. Mais est-ce que vous tentez, en plus de cette jeunesse relative, de cette position géographique qui fait d'eux des pays concentrés sur le Sahel, est-ce que vous avez d'autres éléments qui établissent une parfaite relation entre ces différents pays ou alors entre ces différents putschistes? Mais quand vous regardez, par exemple, le président burkinabé, c'est le portrait craché de Thomas Sankara. Thomas Exact. Sankara, qui est mort à moins de, je sais pas, à l'âge de 36 ans, à moins de 30 ans, je crois. Donc, c'est l'incarnation de Thomas Sankara. Il représente les espoirs d'une jeunesse totalement déçue par une classe politique devenue gérontocrate. Et moi, je ne sais pas la différence que dans d'autres régions de l'Afrique, la situation peut dégénérer d'une autre manière. Quand vous regardez, par exemple, la situation de l'Afrique du Sud aujourd'hui, il a toujours été présenté comme la principale puissance économique et politique du continent. Aujourd'hui, il y a des délestages chroniques en Afrique du Sud, alors que vous avez le président Ramaphosa qui est d'abord un homme d'affaires, qui est un milliardaire, donc, qui est venu au pouvoir, mais qui n'a pas su révolutionner le système politique, qui n'a pas su réformer le système politique, parce que là, on avait, par exemple, la jeunesse de, je dirais, la génération libération de Nelson Mandela qui finit les études universitaires, qui s'élance déjà dans le marché d'emploi avec des réformes mises en place par le gouvernement de Mandela avec Peter Botha, mais qui permettait déjà, les gens avaient l'espoir d'avoir accès au crédit et au marché d'emploi, mais Ramaphosa, qui est du parti de Mandela, qui était d'ailleurs déjà à l'époque l'un des dauphins de Mandela, n'a pas su capitaliser et pérenniser les réformes qui étaient mises en place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'a vu dernièrement en France, en train de plaider auprès d'Emmanuel Macron pour financer les barrages d'Inga en République démocratique du Congo afin d'alimenter le continent. Alors que l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants, donc c'est-à-dire que les pays africains peuvent financer sur fonds propres les barrages d'Inga, puisque vous savez qu'on ne peut pas développer les continents sans énergie. Et l'Afrique a aussi d'autres solutions alternatives, par exemple du point de vue énergétique. Il y a le soleil qui peut permettre de trouver des solutions photovoltaïques, etc. Mais il demande, on voit un Ramaphosa qui demande de l'aide. Et c'est ça le discours que le président, le putschiste burkinabé a tenu en Russie lors du dernier sommet Russie-Afrique. Il a dénoncé, il a désapprouvé le fait qu'on a affaire à des chefs d'État qui partout la planète pour demander de l'aide, alors qu'on sait que cette même aide au développement ne dépasse pas 2 milliards de dollars dans la plupart des cas. Donc, ce qui fait que des situations, les désespoirs de la jeunesse peut toujours, de l'une ou de l'autre manière, on avait vu le printemps arabe qui était une autre forme de révolte
Les autres aujourd'hui font des coups d'État, mais peut-être demain en Afrique du Sud, on peut au Nigeria, on peut à une autre forme de révolte. Voilà. Alors, puisque vous avez évoqué le tout récent sommet Russie et Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, et j'aimerais qu'on en parle quand même, avec bien sûr ce discours d'Ibrahim Traoré, fortement salué par la jeunesse africaine dans sa large majorité, ce qui nous a d'ailleurs rappelé cette belle déclaration de 1984 avec Thomas Sankara, notamment au sommet de l'Union africaine, où il évoquait la question de la dette et qui est restée aujourd'hui une mémoire historique et sociopolitique pour les dirigeants africains plus de 30 ans après le départ de Thomas. Déjà, je peux entendre à travers votre position que vous êtes convaincu de la réincarnation de Thomas à travers Ibrahim. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est le sentiment de cette autre catégorie de dirigeants africains qui est considérée par des panafricanistes comme étant encore, on va le dire ainsi, les soldats ou alors les disciples de la France-Afrique chargés de faire perdurer le système, bien que vomi par les peuples africains. Et puis le dernier cas illustratif en date est bien évidemment le refus de certains dirigeants africains de prendre la photo de famille, de clôture avec tous les autres dirigeants et le fallacieux prétexte évoqué par certaines communications institutionnelles de ces dirigeants était le fait que certains dirigeants, comme notamment le président Denis Sassou Nguesso, ne voudraient pas se prendre en photo avec des militaires qui étaient en treillis, alors qu'ils étaient quand même assis dans une même salle de discussion avec ces mêmes militaires qui étaient en treillis. Est-ce que finalement, vous, en tant que journaliste, vous avez tenté de comprendre la position de ces dirigeants africains quand on sait qu'après l'intervention d'Ibrahim Traoré, le président Macky Sall, qui était chargé donc de réagir au nom du Sénégal après, a quand même trouvé l'occasion de remonter un tout petit peu les bretelles au capitaine Ibrahim Traoré, africanité oblige, en mettant en avant son statut de cadet, répondant bien évidemment à Traoré qui, avant toute chose, avait lui aussi mis en avant ce statut de cadet en présentant ses excuses à tous les aînés qui pouvaient se sentir heurtés par les propos qui devaient être appelés à tenir. Est-ce que finalement, vous donnez raison à ceux qui pensent que cette configuration ou alors cet acte isolé de fin est la retranscription exacte même du paysage sociopolitique africain actuel, notamment de la partie francophone, qui est quasi divisée entre ceux qui sont pro-panafricanistes et ceux qui semblent demeurer pro-français. Oui, les pro-français comme les pro-France-Afrique, comme Denis Sassou Nguesso, voient une menace certaine. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays d'environ 3 millions d'habitants seulement. 4 millions selon les chiffres officiels. C'est-à-dire où il y a la pauvreté. C'est un pays doté une partie du massif forestier du bassin du Congo, le pétrole et le gaz du Tam, mais où la pauvreté est quand même exagérée. C'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso, qui s'accroche au pouvoir, n'est pas capable de garantir le bien-être. Il n'y a qu'un seul hôpital public à Brazzaville qui était le centre universitaire de Brazzaville, qui était pendant plusieurs mois, ou pour ne pas dire plusieurs années, fermé. Et la population était obligée de traverser à Kinshasa, où il y a aussi beaucoup de problèmes, parce que vous savez, Kinshasa, c'est environ 15 millions ou même 17 millions d'habitants. Donc, Denis Sassou Nguesso, malgré le faible taux démographique, n'arrive pas à garantir le bien-être à sa population, c'est-à-dire qu'il s'accapare, lui et sa famille s'accaparent des ressources du pays. Donc, il voit dans la montée, la recrudescence des coups d'État qui sont incarnés par la jeunesse, une menace à son propre pouvoir.
Donc, il ne peut que réagir de cette façon. De toutes les façons, comme je l'ai dit, que ce soit un coup d'État ou une autre forme de révolte, de toutes les façons, la situation peut dégénérer au Congo-Brazzaville aussi, à tout moment. Vous avez vu que déjà les Congolais de Kinshasa ne sont pas d'accord par les rapprochements de 2074 avec le Rwanda, qui est accusé d'attaquer le Congo démocratique, alors que ces différents pays sont dans des ensembles régionaux qui prônent la paix, la solidarité, la sécurité. C'est-à-dire que, même du point de vue politique, du point de vue de consolidation des ensembles économiques tels que l'Union européenne ou le Commonwealth se sont mis en place du côté des Occidentaux, les élites africaines ne sont pas à mesure de le faire. Donc, c'est tout à fait, il faut s'attendre que du jour au lendemain, on assiste à la révolte, à la colère de la population qui les fout dehors. C'est une certaine des choses, c'est cela. Le Sénégal également, avec la politique de Macky Sall qui n'est pas en odeur de synthétique avec la population. Voilà. Alors, Eric, maintenant, ce que je voudrais savoir, si on s'en tient à ce qui est évoqué par les poutistes pour prendre le pouvoir, on parle de malgouvernance et d'incapacité à trouver des solutions, des réponses efficaces face au terrorisme qui gagne du terrain au Sahel. Alors, on a vu une réunion de concertation entre la Guinée, le Mali et le Burkina Faso qui, au sorti de cette rencontre il y a quelques mois, évoquait l'idée d'une fusion de ces trois États qui ont certainement en partage l'actualité poutiste et le Niger, qui est le voisin le plus proche de ces trois États, qui vient de s'ajouter à la liste. Et l'actualité oblige, on a vu la sortie, je l'ai dit à l'introduction de cette émission, la pression de la CEDEAO avec bien sûr des sanctions qui ne sont pas nouvelles, hein, parce que le Mali les a subies et a pu résister. Par quelle alchimie? Seul le pouvoir d'Assimi Goïta est mieux placé pour le savoir. Mais la CEDEAO qui, malgré l'échec essuyé lors des sanctions infligées au Mali et à la Guinée, insiste quand même dans cette posture et semble être un peu plus violent quand même avec les autorités militaires du Niger. Il faut rappeler que le Nigeria a déjà, en application à ces sanctions, suspendu sa distribution d'énergie électrique au Niger, ce qui plonge les populations dans un désarroi total. Est-ce que finalement on peut dire que désormais au Sahel, on a une Afrique militaire et une Afrique civile? Si oui, sommes-nous en train d'aller tout droit vers une confrontation entre ces deux bords politiques sociopolitiques africaines? Bon, je pense que la situation aussi de la Russie, la guerre russo-ukrainienne, avec les fissures qu'elle a entraînées au niveau du bloc ex-communiste et de l'OTAN, peut servir aussi d'ingrédient. Parce que c'est parce qu'en Afrique, qu'on a le nouveau visage du nouveau multilatéralisme qui est en train de se dessiner aujourd'hui. C'est-à-dire que la CEDEAO qui menace aura du mal à défaire, parce que les trois États, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont fait un communiqué qui a haussé le ton, qui montre très bien qu'ils sont en train de se radicaliser, parce qu'il ne s'agit pas d'un pays, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un bloc de pays qui risque d'avoir aussi un effet d'entraînement dans d'autres pays, parce que les peuples de l'Afrique, c'est évident que le peuple de l'Afrique, au-delà même de ces trois pays, se reconnaissent à travers ces nouveaux types de leadership qui se dessinent.
aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut chercher, ils doivent chercher des solutions sur le plan économique, sur le plan social, plutôt que de les chercher sur le plan militaire et politicien, de la propagande. Ça ne va pas marcher. C'est ce qu'ils se font instrumentaliser aussi par la France. Vous voyez, par exemple, je mélange, puisque il y a ces situations entraînent des effets d'entraînement sur l'ensemble du territoire national. Le jeu de la francophonie se joue en Afrique, en RDC, mais sans la participation pour la première fois de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, tout simplement puisqu'elle est d'origine rwandaise et que le Rwanda fait la guerre à la RDC avec le soutien de la France, alors que la RDC est le plus grand pays francophone du point de vue du nombre de locuteurs. Donc, c'est-à-dire c'est la mauvaise politique étrangère de la France qui essaye aujourd'hui, qui a perdu la main et qui essaye d'instrumentaliser les vieux chefs d'État. Mais je pense que la situation est totalement pourrie. Il faut que les chefs d'État pro-France-Afrique se ressaisissent, se réfléchissent pour mettre en place des mécanismes qui vont atténuer la crise économique, sociale et sociale. Est-ce que la situation socio-politique actuelle du Sénégal, qui a débouché dans un premier temps par la contestation d'un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, qui est très vite revenu sur sa décision, avec cette fois avec un nouveau revirement qui est illustré par les multiplications des différentes poursuites judiciaires contre le principal opposant au président Macky Sall, Ousmane Sonko, avec des pertes en vies humaines depuis l'entame de cette vaste guéguerre politico-judiciaire entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Est-ce que finalement, on peut dire que le Sénégal, jadis berceau de la démocratie africaine, est en train d'aller tout doucement vers la situation malienne, guinéenne, burkinabé, nigérienne? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir une armée sénégalaise finalement prendre ses responsabilités face à l'incompréhension ou alors au désaccord qui persiste entre les acteurs politiques, coûtant au passage des vies humaines? Mais c'est ce qu'il faut, Pablo, c'est ce qu'il faut craindre, puisque au Sénégal aussi, c'est pas la première fois, parce que bien que le Sénégal ait été un modèle de démocratie en Afrique, avec le premier président Léopold Sédar Senghor, qui avait démissionné, et Abdou Diouf qui avait quitté librement le pouvoir, mais on avait assisté à des velléités de s'accrocher au pouvoir par Abdoulaye Wade, où on a vu même qu'il était finalement contraint de quitter le pouvoir, et son fils Karim à l'époque, le père tentait de laisser au pouvoir, fut poursuivi après. Donc, c'est-à-dire que Macky Sall essaye de rééditer l'exploit tenté par Abdoulaye Wade, mais qui n'a pas marché, parce que le Sénégal est un pays où le peuple est quand même attaché à la démocratie. Ils sont fiers des acquis des pères fondateurs, des pères des indépendances de ces pays, qui est un modèle de démocratie sur le continent africain, qui est un pays qui a fait dont le rayonnement est allé au-delà des frontières nationales par sa capacité, sa fantaisie littéraire, la paix, le dialogue des cultures, hein, les belles lettres, etc. Et Macky Sall, curieusement, contre toute attente, qui est venu au pouvoir à la suite des élections, tente de tripatouiller le texte constitutionnel pour s'accrocher au pouvoir, et aujourd'hui essaye de fomenter des poursuites judiciaires bidons. Donc, c'est pour cela que je disais que ce n'est pas une surprise. Il faut s'attendre que si M. Macky Sall, par exemple, ne se ressaisit pas,
on assiste soit à un putsch ou à une autre forme de colère de la population, avec une France qui souffle le chaud et le froid. Voilà. Alors, intéressons-nous, les 5 dernières minutes qui nous restent, intéressons-nous, revenons à la situation du Niger, par exemple. Alors, cette fois, Eric, la France n'exclut pas une intervention militaire pour rétablir le président Bazou sur son siège. Les putschistes n'entendent pas reculer avec une forte pression populaire également qui finalement conditionne leur action parce que de leur propre gré, ils pouvaient encore avoir l'intention de reculer, mais avec la forte pression populaire, ça semble ne plus être chose possible. Alors, s'il est vrai que l'histoire nous enseigne, je voudrais, Eric, que nous plongeons un tout petit peu dans cette histoire pour voir les conséquences des différentes interventions militaires occidentales sur l'Afrique. On va prendre le cas de Muammar Kadhafi en 2011 avec l'intervention de l'OTAN qui a éliminé le guide libyen et créant ainsi une nouvelle pratique guerrière au Sahel, le terrorisme, qui n'était pas jusqu'à cette époque récente existante dans le vocabulaire politique ou sociopolitique africain. Mais aujourd'hui, on est condamné à vivre avec. Et tout à côté du Niger, du Mali, il y a la Côte d'Ivoire. La même année, en 2011, on a été confronté à une situation de crise politique où les Ivoiriens estimaient avoir un président qui était Laurent Koudou-Barbeau et l'Occident incarné par l'OTAN à travers la France qui se réclamait plutôt d'être du côté d'Alassane Draman Ouattara. Et finalement, on a vu en quoi est-ce que la situation s'est débouchée à travers cette arrestation de Laurent Gbagbo par l'armée française dans son palais présidentiel et puis envoyé à La Haye, 10 ans de procédure, acquitté finalement et avec toujours des pertes en vies humaines. Pour vous aujourd'hui, si jamais la France arrivait à mettre en branle son plan d'intervention militaire avec le soutien, bon, peut-être la CEDEAO avec le soutien de la France ou la France avec le soutien de la CEDEAO, c'est selon, à quoi est-ce qu'on peut s'entendre, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand on sait que c'est 3 pays, désormais 4, parce que le général nigérien a effectué sa première visite étrangère hier du côté de Bamako, où il a rencontré les autorités militaires du Mali. Et finalement, c'est un bloc de 4 pays dirigés avec en commun à la tête des militaires qui entendent faire bloc face à, on va dire, à cette CEDEAO soutenue par la France. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, Eric, vous qui avez du haut de votre large expérience journalistique couvert ou alors analysé et traité même ce genre de questions? On sait les conséquences que les actions précédentes ont portées à l'Afrique en général. Aujourd'hui, à quoi est-ce que nous devons avoir le plus peur? Bon, l'interventionnisme militaire français ou soit à travers la CEDEAO ne va pas résoudre le problème. Parce que quand vous regardez la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, malgré le nombre d'années Alassane Draman Ouattara a pris au pouvoir, est resté au pouvoir avec l'aide de la France, mais aujourd'hui, il est rattrapé. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver quand même? Est-ce qu'on peut y arriver, Eric, à une intervention militaire, que ce soit de la France ou de la CEDEAO? Je ne pense pas, parce qu'il faut, en tirant les leçons du passé, d'interventionnisme en Libye ou en Côte d'Ivoire, et dont les conséquences aujourd'hui, les plaies ne sont pas encore pensées, parce qu'Alassane Draman Ouattara est obligé de quitter le pouvoir. Mais la situation n'est pas résolue, parce que lui tente de laisser son dauphin, mais ce qui n'est pas du goût de la grande majorité de la population. Parce qu'il y a une grande majorité de la population ivoirienne aujourd'hui qui estime qu'Alassane Ouattara est venu au pouvoir à travers la fenêtre avec l'aide militaire de la France. D'où il faut démocratiser le jeu politique
et permettre à Alassane Ouattara de quitter le pouvoir par la grande porte. La situation en Libye, on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fini de fixer les conséquences de la situation en Libye. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'ONU va donner des fiches pour d'autres types d'interventionnisme qui ressemblent à ce qui s'est passé il y a quelques années, mais dont on déplore encore les conséquences aujourd'hui. Et surtout que aujourd'hui, c'est pas un pays, un seul pays auquel on fait face, parce que les communiqués de ces trois pays a dit clairement que si on s'attaque au Niger, c'est-à-dire si la CEDEAO s'attaque au Niger, les trois pays vont se sentir attaqués et ils vont mettre leurs efforts ensemble pour résister. Je pense que les Nations Unies vont tirer les leçons et il faut, Pablo, tu es en France, tu sais que la France est confrontée à beaucoup de problèmes au niveau interne, beaucoup de contestations. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, en commençant par les Gilets jaunes, les différentes réformes qu'il a tenté d'initier, notamment les retraites qui ne sont pas du coup de la population. Donc, je pense que si la France politique, donc la France gouvernementale, essayait un bras de fer dans ces conflits, Emmanuel Macron lui-même, qui n'aura pas l'adhésion du peuple français et n'aura pas les quitus des Nations Unies, je n'imagine pas qu'on va arriver jusqu'à un bras de fer militaire entre la France ou soit à travers la CEDEAO. Je pense qu'ils font des menaces, ils font des surenchères, mais je doute fort qu'ils puissent passer à l'acte. Voilà. Alors, Éric, rapidement, est-ce que l'échec de la médiation de la CEDEAO au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, et finalement l'impopularité des sanctions de cette CEDEAO ont finalement favorisé ou alors élargi le boulevard des coups d'État? Est-ce que l'échec de la CEDEAO n'est pas l'une des raisons de l'expansion de cette nouvelle philosophie de gouvernance en Afrique? Mais exactement, il fallait s'y attendre, puisque les putschistes sont conscients qu'ils ont l'adhésion de la population à partir du moment où la population n'a pas taillé bavette avec les dirigeants au pouvoir, que la situation sur le plan économique est catastrophique. Donc, il fallait s'y attendre que les putschistes, vu qu'ils sont trop jeunes, et que même sur le plan communicationnel, sur le plan des faits et gestes, ils ont l'adhésion de la population qui est jeune. Il fallait s'attendre que la CEDEAO, qui est dans la plupart des cas dirigée par des gérontocrates, il fallait s'y attendre à la fracture entre les deux et que les autres n'allaient pas l'entendre de cette oreille, parce qu'ils jouent à l'usure et que finalement, ils vont rester au pouvoir. Ils vont rester au pouvoir et il faut seulement craindre que, comme je disais, le mouvement puisse s'élargir, même si ils peuvent se manifester à travers d'autres formes. Pas forcément à travers des coups d'État, mais il peut y avoir d'autres formes, d'autres manifestations, et que les différentes formes d'expression anti-régime actuel au pouvoir vont se mettre en une sorte d'alliance objective et former un bloc pour créer une nouvelle génération de classes dirigeantes. Parce que de toutes les façons, depuis très longtemps, on a cessé de parler des renouvellements de la classe politique. Voilà. Deux dernières questions pour se séparer, Éric. La démocratie africaine est-elle malade? Si oui, quel est le niveau de sa pathologie? Moi, je ne crois pas à la démocratie, puisque quand j'observe la démocratie occidentale, elle est passée d'abord par le développement des modèles économiques. C'est-à-dire que les États, aujourd'hui, dits des vieilles traditions démocratiques, se sont d'abord développés. Donc, ils ont mis en place des modèles économiques. Et lorsqu'on regarde ces modèles économiques, par exemple, dans les pays anglo-saxons, ce sont des modèles économiques basés sur
le contrôle de l'économie par la population, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais les small business, c'est-à-dire l'initiative privée. Quand vous regardez les grosses entreprises américaines, elles appartiennent à la population et c'est dans la plupart des cas des jeunes de 19 ans, de 20 ans, de moins de 30 ans qui ont créé les grosses entreprises, les gros capitaux qui contrôlent le monde aujourd'hui, dont les chiffres d'affaires français dépassent les budgets des États. C'est le modèle des pays qui sont dits des traditions démocratiques, de sorte que les jeunesses de ces pays ne s'intéressent pas à la classe politique. Quand vous allez dans les pays, par exemple du type anglo-saxon, vous faites les reportages ou soit les micro-trottoirs, vous demandez aux jeunes de vous dire le nom de tel ou de tel autre ministre qu'ils ne connaissent pas. L'implication de la jeunesse dans l'action politique ou militante est un indicateur de la maladie de ces pays sur le plan du manque de développement, donc des sous-développement et le manque d'accès de la population au bien-être social et économique. C'est ce qui fait que la population s'intéresse à la politique. D'où, pour changer la situation, moi je dirais qu'il faut revenir au sentiment, non, parce que il faut que les dirigeants politiques ouvrent l'espace économique, par exemple, qu'ils arrêtent de s'accaparer, puisque le business tel qu'il ça s'est fait dans la plupart des pays qui sont malades de mauvaise gouvernance aujourd'hui, l'État est en même temps régulateur et affairiste, c'est-à-dire que les hommes au pouvoir, donc les dirigeants politiques, les ministres, les députés, les sénateurs, ils font les affaires. Donc, ce sont eux qui créent les normes et ce sont eux qui font les affaires. Donc, ils sont à la fois normalistes et régulateurs et en même temps hommes ou femmes d'affaires, en excluant les restes de la population. C'est ce qui crée des problèmes. Donc, si on veut résoudre le problème, il faut d'abord commencer par oublier, moi c'est ce que je conseillerais, par exemple, si les jeunes politiques aujourd'hui, ils peuvent innover. Par exemple, en mettant la croix sur les constitutions, la démocratie, mettre la population au travail, en créant un climat d'affaires favorable à l'émergence de l'économie inclusive et sociale, qui ne laisse personne sur les carrés. C'est le modèle asiatique. C'est-à-dire, en Asie aujourd'hui, pourquoi la plupart des sociétés occidentales se sont délocalisées vers l'Asie? C'est tout simplement puisque un dirigeant chinois ou soit son parti, depuis le départ de Mao, Mao a en fait renfermé d'abord la Chine sur elle-même pendant 40 ans. La Chine a créé l'identité chinoise. Donc, ils ont mis les gens au travail. Et c'est quand Mao est mort, Deng Xiaoping, qui l'a remplacé, est venu, il a ouvert la Chine au monde. Mais l'objectif d'ouvrir la Chine au monde, c'était de récupérer Hong Kong entre les mains des Britanniques. Hong Kong qui est la capitale financière de la même trempe que Londres, et puis travailler avec la diaspora chinoise, demander à la diaspora chinoise qui avait fui la rigueur de Mao de revenir, ou soit de rapatrier leurs capitaux, mais aussi leur politique de la diaspora permet à leurs ressortissants à l'étranger de contrôler une partie des économies des pays dans lesquels ils vivent. D'où, si on continue à penser que la démocratie va résoudre les problèmes de ces pays, ou soit les problèmes de l'Afrique subsaharienne, on est à côté de la plaque. Donc, il faut repenser le modèle économique. Pour finir, je disais que les entreprises occidentales se délocalisent vers l'Asie. Pourquoi? Parce que le pouvoir politique en Asie sont stables. C'est-à-dire, vous avez des pouvoirs qui sont partis pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, même si ce n'est pas la même personne, mais c'est le parti qui reste au pouvoir. Donc, leur mentalité, leur philosophie, c'est d'interconnecter leur population avec leur territoire. La Chine crée des infrastructures, des chemins de fer, des routes. L'Inde se développe sur le plan technologique.
Par exemple, ils ont fait une tablette moins chère qu'ils ont distribuée à tout le monde, même dans des villages. Les jeunes ont accès à la technologie. Le Cuba fait la même chose en exportant son capital, c'est-à-dire le Cuba forme des médecins qu'ils exportent même dans des pays occidentaux tels que l'Italie, qui connaissent les problèmes des déserts médicaux. Donc, il faut que l'Afrique subsaharienne pense à mettre en place un modèle économique qui va développer les pays de manière sociale et inclusive, et vous verrez que les jeunes ne vont pas s'intéresser à la politique. Voilà. Merci, Wamba. Crise sociopolitique en Afrique. La France-Afrique vit-elle ces derniers jours? Bon, on peut le penser si les jeunes africains, par exemple, qui prennent le pouvoir à travers le coup d'État, comprennent qu'ils doivent asseoir de nouveaux leaderships sur la création d'une économie, d'une identité africaine basée sur une économie inclusive. La gestion et le développement du génie africain pour gérer les ressources. Vous savez, l'Afrique dispose des ressources qui constituent aujourd'hui la réponse aux interrogations que le monde se pose. Par exemple, sur le plan de la transition énergétique, sur le plan de la gestion de la nouvelle économie du climat, etc. Donc, il faut comprendre toutes ces questions, il faut intégrer tous ces enjeux économiques dans la manière de cohabiter entre les leaders politiques et la population, et en mettant en place un modèle économique basé sur le meilleur climat d'affaires. Et si on le fait, je pense que l'histoire de la France, la France-Afrique va appartenir au passé, puisque aujourd'hui, on a des jeunes qui s'orientent même pour les études vers la Turquie, vers la Corée, vers la Chine. Les jeunes africains aujourd'hui ne sont plus intéressés par la France comme c'était le cas. Donc, la France est en train de subir, de connaître ces tirs jour, mais cela dépendra de la manière du génie, du nouveau leadership politique. Sinon, la France risque de mettre en place de nouvelles stratégies et reprendre la main. Merci, Eric, d'être passé par ici. Je sais que le décalage horaire, je peux imaginer le gros sacrifice que vous avez tenté de faire pour nous permettre de mieux comprendre cette actualité et surtout d'édifier ces Africains qui ont le droit de savoir et de bien savoir. Et voilà, merci infiniment à vous pour cette disponibilité. Et j'espère que ce n'est que partie remise, hein, parce que on ne saurait en 1 heure chrono pouvoir décrypter avec exactitude et dans la profondeur la plus absolue cette actualité dominante de notre continent. Merci encore à vous, M. Eric, pour la disponibilité. Merci à Pablo de m'avoir et à très bientôt. C'est maintenant terminé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine sur ces mêmes antennes pour un autre numéro des Miroirs d'Afrique dédié au décryptage et à l'analyse de l'actualité africaine vue par sa diaspora. Bonsoir à tous et à toutes et merci de rester fidèles. Ne l'oubliez jamais, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Soyez heureux et rendez votre bonheur contagieux. Salut.